Les 15 et 22 mars prochains ont lieu les élections municipales. Suivez toute l'actualité des élections en Nouvelle-Calédonie. En un seul clic, informez-vous sur votre commune, sur les listes, les candidats, les reportages et les résultats. Toute l'info sur www.lapremière.nc. Partageons plus encore. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Notre débat ce soir est consacré à la ville de Païta. Alors, en raison de problèmes techniques, ce soir, exceptionnellement, le débat sera diffusé en direct sur notre site internet, en radio et sur notre site Facebook. Voilà, Païta, longtemps considérée comme la première commune de Brousse, Païta appartient désormais à cette banlieue nouméenne, de plus en plus urbanisée. Elle compte désormais plus de 24 500 habitants. Commune très convoitée pour ces élections, 7 listes se présentent. La liste Païta en confiance menée par le maire sortant Willy Gatouaou, vous êtes soutenu par l'Avenir en confiance. La liste unitaire FLNKS conduite par Louis Mapou, elle est représentée ce soir par l'une de ses colistières, Jessica Marengo. La liste Païta autrement conduite par Manina Tey de Calédonie Ensemble. La liste Païta rassemblée pour le changement, tirée par Benyela Loré et soutenue par le Rassemblement Les Républicains. Et puis la liste de l'éveil océanien conduite par Milakulo Tukumuli, Nicolas Fidjalkovski de Génération NC pour la liste au service de Païta et la liste sans étiquette Païta en mouvement conduite par Marie-Irène Saipele. C'est Jean-Pierre Séléphène qui la représente ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Il sera question ce soir d'urbanisation dans cette commune confrontée à une explosion démographique. Nous parlerons également de sécurité et d'environnement. Mais d'abord, coup de projecteur sur cette dernière mandature avec Isabelle Braoui. En matière politique, Païta a longtemps été associé à un homme, Harold Martin. En 2014, il brigue un 4e mandat. 8 listes se disputent alors les suffrages. Au final, les électeurs choisissent la continuité. La participation est forte, plus de 69%. Seulement 286 voix séparent le vainqueur, Harold Martin, de son challenger, Frédéric de Grélan, de Calédonie Ensemble. Un score serré qui sera contesté devant les tribunaux. Harold Martin et son premier adjoint, Willy Gatouaou, sont condamnés pour achat de voix. Tous deux font appel de la décision. Autre affaire judiciaire de cette mandature, Calédonie Ensemble demande l'annulation du scrutin de 2014. Dans un premier temps, le parti de Philippe Gomez obtient un gain de cause, mais le Conseil d'État invalide la décision. Pas de nouveau scrutin, mais les électeurs, eux, auront néanmoins un nouveau maire. Car en janvier 2019, Harold Martin démissionne de son mandat à cause d'une 3e affaire judiciaire. Cette fois, il s'agit de la 3G. Et c'est son bras droit, Willy Gatouaou, qui remporte la majorité des suffrages des 33 élus du conseil municipal. Il récupère pour 15 mois l'écharpe de maire. Aujourd'hui, 7 listes se présentent et plus de 14 000 électeurs vont les départager. Voilà, et avant d'évoquer nos 3 thématiques, d'abord ce premier tour de table avec cette question qui concerne bien la moralisation et la transparence de la vie politique. Jessica Marengo, après tirage au sort, c'est vous qui répondez en première. Quels sont vos engagements et propositions concernant ce point-là, la moralisation de la vie politique ? Bonsoir. Alors, quand on parle de moralisation, on parle d'intégrité. Moi, je suis intervenante dans un lycée et quand on demande à des élèves d'être respectueux du règlement, ça veut dire que chaque adulte qui travaille dans cet établissement sont aussi respectueux des règlements. Moi, j'ai envie de dire que chacun a son intégrité et qu'on est censé être respectable pour les uns comme pour les autres. Et quel que soit ce que l'on a fait, il y a des institutions qui gèrent ces soucis-là. Quand on est à la commune, la première chose qui est importante,
c'est que l'on soit crédible et respectable aux yeux des administrés qui nous ont élus. Et pour ça, effectivement, ça demande de la transparence avec l'équipe avec laquelle on travaille, c'est-à-dire avec le conseil municipal, la transparence avec les agents municipaux et la transparence avec tous les administrés de la commune. Willy Gatoaou, cette dernière mandature a été marquée par plusieurs affaires judiciaires. Quels seront vos engagements ? Alors, sur mes engagements, je souhaiterais dire sur ce qui a été indiqué dans le reportage que cette même justice qui en a décidé, on l'a vu dans le reportage, en première instance, cette même justice me permet de me défendre en appel, ce que j'ai fait. Donc j'ai droit à la présomption d'innocence. Donc voilà, je ne vais pas vous le montrer, j'ai l'extrait de mon bulletin casier judiciaire qui est totalement vierge. Voilà. Alors, c'est vrai qu'à l'occasion de ces élections, certains ici, je ne sais pas, peut-être faute d'argument, brandissent ces affaires. Mais vous savez, je rencontre les administrés de Païta, les habitants, les habitantes et les habitants de Païta depuis 2017 à l'occasion de réunions de proximité, et aucun d'eux ne me parle de cette affaire. Donc laissons à la justice faire son travail. Quelles sont vos propositions en matière justement de moralisation, du coup, peut-être une charte d'intégrité, comme vient de l'évoquer Jessica Maringo ? Vous savez, si les individus respectaient le code de la route, le feu rouge ou un stop, ça saurait. Voilà, donc il s'agit simplement de valeurs. Moi j'ai ces valeurs-là, et je peux vous dire que j'ai la conscience tranquille. Mila Kolotukumoli, sur la transparence de la vie politique. Oui, déjà bonsoir à tous les Calédoniens qui nous regardent ce soir. La transparence et la moralisation de la vie politique, elle est d'autant plus importante sur Païta. Je ne vais pas brandir, comme certains l'ont fait, l'État tranchera, la justice tranchera ce qui doit être tranché. Ce que je voudrais dire, c'est que je rejoins un peu M. Gatoaou quand il dit que faire une charte, etc., c'est des choses qu'on peut mettre en place, mais moralisation de la vie politique, quand on rencontre les administrés depuis 2 mois maintenant, les administrés n'ont plus confiance. N'ont plus confiance, manque d'information. Quand je rejoins ma soeur quand elle dit parler de transparence, je pense qu'il faut utiliser l'ère du numérique aujourd'hui, filmer les conseils municipaux, essayer d'informer au plus près la population et les administrés de Païta sur les actions de la mairie, sur la situation budgétaire, comment l'argent est dépensé, à quelles associations on distribue des subventions, quelles entreprises obtiennent des marchés. C'est ça dont il est question aujourd'hui. Moi, en tant qu'élu, j'ai déclaré mon patrimoine à la haute autorité de la transparence de la vie publique. J'ai la conscience tranquille en ce sens. Au niveau des administrés de Païta, vous parlez de la moralisation, il faut redonner confiance aux administrés de la commune. Et je pense que ça passe justement par les outils à la fois numériques qui sont à disposition, mais aussi d'aller au contact des gens sur le terrain, faire des réunions mensuelles dans tel quartier, quand on fait des travaux, ou quand on ne fait pas de travaux aussi, pour leur dire pourquoi on a choisi tel endroit, ou pour faire des renouvellements, et pas celui-ci. Les gens ne sont pas idiots, il faut juste simplement leur expliquer les choses complètement, pour qu'ils puissent être au courant des choses qui se passent dans la commune. Voilà. Jean-Pierre Séléphène, vos propositions concernant justement ce point-là, la moralisation de la vie politique ? Au niveau de la moralisation, donc comme disait chacune de nous, il faut redonner la confiance aux administrés. C'est-à-dire faire de la politique, mais une politique très concrète, au plus près des proches. Et au niveau de la transparence, donc au niveau de la... Pour être crédible, il ne faut pas être catalogué. Quand on est catalogué, donc je me pose la question, c'est dit. On devra partir ou se présenter pour des prochaines échéances. Oui, Mila Lauré, vous dites qu'il y a urgence à moraliser la vie politique à Païta. Pourquoi ? Tout à fait. Déjà, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Je veux juste faire une petite précision par rapport à ce que vous annoncez tout à l'heure. Le rassemblement fait partie de l'AEC. Voilà, donc à Païta, c'est un peu particulier puisque nous n'avons pas souhaité, en tout cas, poursuivre sur notre plateforme, tout simplement parce que justement, c'est ce que je dis au niveau de notre conférence de presse de lancement.
ça a été rappelé dans ce reportage, notre commune, elle souffre depuis plus de 10 ans maintenant de ces affaires qui successivement viennent entacher finalement l'image de notre commune. Et aujourd'hui, on a besoin, vis-à-vis de notre élu de premier plan, on a besoin d'être fiers de notre commune, on a besoin d'être fiers de notre élu. C'est important. On l'a rappelé d'ailleurs dans ce reportage, 69%, c'est beaucoup, mais 30% d'abstention, c'est aussi un chiffre qui parle. Aujourd'hui, l'abstention progresse parce que justement les gens perdent confiance. Et c'est important. Malina Tehei, vos propositions concernant ce point-là, sur la moralisation, sur la transparence auprès de vos concitoyens à Païta. Donc bonsoir à tous. Donc nous, c'est vrai que dans notre programme, on a fait l'une de nos premières pages, une charte de valeurs. Donc c'est évidemment un des points cruciaux de notre engagement auprès des concitoyens de Païta. Donc la moralisation, c'est surtout pour nous une manière de dire qu'il faut être transparent dans la gestion d'une commune. Il faut être transparent en mettant par exemple en place sur les réseaux sociaux l'ensemble de nos conseils municipaux pourront être retranscrits en live. Tout simplement, c'est pouvoir donner aussi un budget participatif à l'ensemble des Païtiens pour qu'ils puissent participer et œuvrer aussi à l'investissement de la commune. C'est évidemment être à l'écoute de tous les besoins. Nicolas Fidjalkowski, pour plus de transparence, vous avez déclaré votre patrimoine. Oui, tout à fait. Donc bonsoir à toutes et à tous. Oui, moi je suis parti du constat que c'est le même principe que lorsqu'on cherche un emploi. On présente à son futur employeur son CV, ses diplômes et tout. Dans le système actuel, qui n'est pas que pour Païta, pour l'ensemble du système politique français, l'élu le fait une fois qu'il a obtenu son mandat et pas avant. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à le faire avant. Et au-delà de ça, la moralisation de la vie politique, elle est plus importante aujourd'hui parce qu'on a un désamour net entre les citoyens. Je ne parle pas de Païta, mais je parle dans sa globalité, entre les citoyens et la classe politique. Il y a une perte de confiance sévère. Les gens ne se mobilisent plus, les gens n'ont plus envie d'écouter finalement les politiciens, ont perdu foi en ce qu'ils apportent. Et donc c'est important et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette démarche au départ, pour donner une certaine déjà transparence, parce que le dire c'est bien, mais le faire c'est encore mieux. Et donc et ça ce n'est qu'un début en fait en quelque sorte de tout ce qui va découler par la suite. Merci Nicolas Fidjalkowski. Place à présent à notre premier thème, à savoir l'urbanisation à Païta. Voilà, Païta connaît une forte croissance démographique. En 1995, on comptait 5700 habitants. Aujourd'hui, plus de 24 500 personnes. En 5 ans, la population a augmenté de 19%. À quand un plan d'urbanisme, directeur Willy Ngatohao? Écoutez, c'est une des premières mesures que l'on devra prendre pour cette prochaine mandature, c'est déclencher l'élaboration d'un PUD. Lequel de PUD, je parle du précédent que j'ai eu à porter pour le compte de la commune entre 2015 et début 2017, lequel de PUD je n'ai pas pu aboutir puisque effectivement il nous restait cette petite marche, ce que l'on appelle l'enquête administrative, et seul le président de la province sud pouvait déclencher cette enquête administrative. Je parle de l'ancien exécutif de la province, chose qui n'avait pas été faite et du coup c'est la loi. Ça nous a mis hors délai. Donc on n'a pas pu aboutir. D'ailleurs, cette affaire est actuellement va se retrouver devant la Cour d'appel de Paris, puisque ça a été renvoyé par le Conseil d'État à la Cour d'appel de Paris, sur le fond. Pour que les concitoyens de Païta comprennent bien, pourquoi est-ce que ce PUD est nécessaire pour leur quotidien et pourquoi justement il faut accélérer? Allez-y. C'est le premier outil du développement et ça permet aux élus qui représentent les habitants de Païta, ceux du conseil municipal, de maîtriser l'aménagement du territoire de la commune. Donc voilà, on n'était pas d'accord avec l'ancienne équipe de la province, puisque eux, ils étaient pour la concentration, nous on était pour l'étalement. Pour dire les choses en clair, quand vous montez sur Païta, vous passez le Médipôle, ce que vous voyez à gauche, ça jamais sur Païta. Voilà, si le PUD doit servir à ça, ben non. Donc voilà, on n'était pas d'accord sur le concept, sur la méthode. Donc je le redis, nous on n'est pas pour la concentration. C'est-à-dire que quand on m'explique que la première dignité d'une famille, c'est d'avoir un toit sur la tête, je l'entends. Mais héberger des familles entières dans des boîtes à chaussures, ça je ne suis pas d'accord.
Maninata, il y a urgence à mettre en place un plan d'urbanisme directeur à Païta? Évidemment. Donc, moi, ce que je voudrais d'abord dire, c'est qu'un PUD, c'est l'organisation de son espace, l'organisation de son territoire. Donc évidemment, lorsqu'on veut gérer une mairie et une commune, il est important de savoir et de décider où est-ce qu'on met nos habitations, où est-ce qu'on développe l'économie par les différentes activités agricoles, les activités artisanales, industrielles, où est-ce qu'on alloue des zones spécifiques à la protection de l'environnement. Or, à Païta, malheureusement, c'est une succession de lotissements avec... sans équipements publics, on n'a pas d'activité commerciale, on n'a même pas de lieu de vie et de partage. Donc, moi, ce que je constate sur Païta depuis 25 ans, c'est une anarchie complète. Donc, pas de réflexion au niveau de l'organisation de son territoire. Et ce que je voudrais dire surtout, c'est que replaçons les choses dans le contexte. Le PID, à Païta, il a été débouté. Il a été débouté par non seulement la cour d'appel, mais ça c'était en deuxième partie, mais également par le tribunal administratif. Ça c'est une décision de jugement qui l'a rendu illégal. Donc moi c'est ça que je veux dire seulement aux téléspectateurs, ce n'est pas juste des questions techniques, ce PUD a été illégal pour plusieurs raisons, et ça il en appartiendra à la commune de se justifier ou pas. Beniela Lauré, si PUD il y a, et manifestement vous êtes tous d'accord pour qu'on le fasse ce PUD-là, quelles seraient les priorités justement dans ce PUD-là? Alors, juste pour reprendre un petit peu ce qui a été dit précédemment, le PUD, c'est quand même un outil qui permet aussi de faire preuve de transparence vis-à-vis de la commune et aussi de se projeter, si je peux résumer ainsi. Et parce que, vous savez, aujourd'hui, dans notre commune, il y a des gens qui ont découvert finalement un dépotoir une fois qu'ils ont construit leur maison. Vous avez des écoles qui, une fois qu'elles ont été livrées, on s'est aperçu que pas très loin, il y avait un poulailler industriel. Ça, je vous parle de l'histoire de ces 10 dernières années. Et à un moment donné, il est important de pouvoir se projeter. Le problème de la circulation à Païta, ça en fait partie. Le PUD, il a plusieurs plans. Vous voyez, c'est un multifeuille. Et il y a plusieurs sujets qui peuvent être abordés dans ce PUD. Dans l'assainissement. Et il me semble que dans les points de blocage, il y a l'assainissement dans ce PUD. Donc ça, c'est un des points de blocage sur lequel il faut qu'on travaille. Avant de tous vous entendre, Willy Gatoaou, vous souhaitez réagir? Oui, bien sûr, parce que je ne peux pas laisser dire de telles choses. C'est-à-dire que je rappelle quand même que le PUD, il existe bien, depuis 2003. Il n'était plus adapté. Depuis 2003, je sais bien de quoi je parle, puisque c'est moi qui m'en suis occupé. Et il faut savoir que le PUD, à Païta, c'est de la compétence de la province. Et je le redis, malgré ce qui a été dit là, on n'était pas d'accord avec l'ancienne province. Alors, je vais expliquer dans les détails, parce que personne ici a cette expérience-là. Moi, je vais en parler. Lorsque j'ai eu à mener pendant 24 mois, c'est le délai réglementaire, à mener l'élaboration de ce PUD, vous aviez 3 phases. Le projet, le diagnostic, le projet et la réglementation. Elle devait être aboutie par, je le redis, l'enquête administrative que le président de la province de l'époque n'a jamais voulu déclencher, quoi que vous disiez aujourd'hui. On a essayé de nous imposer comme Adam Béa une ZAC. Donc, voyez la ZAC. C'est pas la peine non plus d'essayer de trouver des justifications. Là, l'acte est là, les faits sont là, il n'y a pas de PID et il n'y en avait pas en 2003 non plus. Alors ça, je le dis. Donc c'est dommage, mais il faut avancer maintenant. Jamais sur Païta. Avançons. Tout simplement. Quoi qu'il en soit, vous êtes tous d'accord pour qu'on le relance ce PUD-là. Milakoulo, la province a changé, donc ça ira beaucoup mieux. Milakoulo Tukumouli, voilà, aux propos tenus. Déjà, il faut expliquer aux téléspectateurs que le PUD, ça veut dire plan d'urbanisme directeur. Et pour faire simple, en fait, c'est la loi qui va nous permettre d'aménager notre territoire de manière cohérente et sur un temps fixé. Aujourd'hui, de ne pas avoir de PUD, ça donne de l'élasticité au cadre. Et ça permet aujourd'hui à certains de faire un peu ce qu'ils veulent. Et on est tous d'accord que celui qui s'assiera sur le fauteuil de maire le 22 mars, la première chose qu'il devra faire, c'est d'élaborer ce projet de PUD. J'ai entendu le maire aujourd'hui nous dire qu'il faut élaborer. Moi, je pensais qu'il avait déjà élaboré et qu'il fallait juste le mettre, comme il le dit depuis tout à l'heure, faire cette enquête administrative. D'autant plus qu'à la province, comme j'ai entendu la présidente de la province sud dimanche, à cette journée des femmes, les planètes sont alignées.
Et ce qui m'a perturbé un peu dans ce discours, c'est de dire que les gens de Païta auraient tort de ne pas choisir monsieur le maire actuel parce qu'il n'y aurait pas un alignement des planètes. Donc est-ce que ça veut dire par là que si ce n'est pas monsieur le maire, les gens de Païta encore, ils vont encore en souffrir de cette non-installation de alors justement, oui, on va, parce que c'est de ça dont on va parle. avancer. On va entendre. Non, mais je préfère quand même le dire, je suis offusqué de cette réaction. Madame la Présidente, c'est la Présidente de la Province Sud. Elle doit s'occuper de toutes les communes de la Province Sud. Bien sûr, et ce soir, Mila Koulibaly, on va essayer de parler de Païta parce que c'est important et qu'on a qu'une heure et demie de débat. C'est bien de ça dont je parle. Allez-y alors, du coup, par rapport à ce PUD-là, quels sont vos grands axes finalement écoutez, mettre en place le PUD, ça va figer la loi pour aménager la ville de Païta. Vous l'avez dit tout à l'heure, de 1995 à 2020, en l'espace de 30 ans, la population a été multipliée par 5. Quand vous êtes dans une maison, vous habitez à 2, que vous habitez à 20, ce n'est pas les mêmes règles d'aménagement et d'infrastructures. Clairement, je pense que tout le monde va dire aussi qu'il manque des infrastructures et des aménagements. Il faut prendre ce PUD pour aménager de manière cohérente. Le lotissement Arboréa, aujourd'hui, où des gens ont investi, et ils ont à côté un dépotoir et de l'autre côté une ferme à cochons. Comment on peut aujourd'hui faire un lotissement où des gens y vivent et ils vont y vivre pendant 25 à 30 ans? Donc la première marche, celui qui va s'asseoir, c'est d'élaborer ce PUD. Donc voilà ce que je dis. Jessica Maringo, sur ce plan d'urbanisme, quelles seront vos priorités, en tout cas la liste d'unités FLNKS, quelles seront les priorités? Alors avant de parler de priorités, ce PUD, il faut peut-être aussi s'arrêter et voir ce qui a été fait en 2003, même si ça a été débouté. Moi, j'étais absente du territoire pendant 15 ans, je suis rentrée et pendant 5 ans, j'ai observé ce qui se vivait sur la commune. Et ce que je déplore, c'est les batailles des partis politiques. Parce que ces batailles-là font que, tout compte fait, l'action municipale, elle est prise en otage. Nous, pour l'instant, pour le PUD, on sait que c'est important, qu'il faut le mettre, mais ce que l'on veut, nous, c'est s'arrêter et regarder ce qu'il y a, ce qui a déjà été fait, ce qui a été mal fait ou bien fait, mais en tout cas, il faut s'asseoir, parce que la question aujourd'hui qu'on pose, c'est ce phénomène d'urbanisation, quelle en est sa qualité ? Donc on ne va pas parler de dire qu'on va faire un PUD si on ne revient pas sur ce qui a déjà été fait. Donc, après, la priorité, c'est l'assainissement, c'est ces infrastructures qui manquent pour créer le lien social. Mais les priorités, on ne va pas les annoncer maintenant, alors que nous, ce qui nous semble nécessaire, c'est de faire un audit de tout ce qui a été déjà mis en place et qui pose problème aujourd'hui. Parce qu'il faut faire un état des lieux avant de se prononcer pour la suite. Parce que ce PUD-là, on sait que c'est un outil pour se projeter, sauf que dans la politique de rattrapage dans laquelle on est, il va falloir d'abord faire un état des lieux et voir ce qu'on peut faire, et ensuite se projeter. Vous êtes d'accord, M. Oulingatouaou, pour faire justement une petite pause, faire justement cet audit-là pour voir ce qui est déjà fait et ce qui peut être fait? Oui, bien sûr. Vous savez, depuis le 7 février dernier, lorsque j'ai succédé à Harold Martin, vous savez, la commune, ça fait 25 ans que j'y suis. En tout cas à la mairie. Et la commune, c'est aussi 4 tribus, n'est-ce pas? Et ça va de Tontouta jusqu'à Katiramona, 80 000 hectares. Donc voilà, c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient lorsqu'il s'agit de développer les politiques publiques. Alors, comme ça a été dit, ça a été indiqué précédemment, c'est pas l'anarchie. Et il faut bien dissocier effectivement ce qui a été fait, pensé, et la question du PUD. Donc le PUD, je vais vous dire, hein, c'est un outil qui doit faciliter la vie des gens. Faciliter la vie des gens. Et vous savez, je le dis souvent, je le dis toujours d'ailleurs, que la commune, elle appartient d'abord à ses habitants. Donc il est important d'organiser de manière permanente les échanges avec la communauté. Je l'ai dit tout à l'heure, au travers des réunions de proximité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas attendre une élection municipale pour aller à la rencontre des habitants. Moi, je le fais depuis 2017. Nicolas Fijalkowski, comment fait-on face à cette explosion démographique à Païta? On est tous d'accord que la commune est extrêmement étendue, avec une multitude de zones résidentielles. Il n'y a aucun lien entre elles. Et c'est encore pire lorsqu'on passe le col de la Piraude. Et là, je pense aux habitants de Tontouta, de Tamoua, des tribus et également du littoral, qui se sentent totalement oubliés et délaissés par la mairie. Mais lorsqu'on part dans le sud de la commune,
c'est également le même problème. Il y a également des soucis. Ce que je veux dire par là, c'est que quand certains sont dans l'opacité, moi je dis transparence et intégrité. Et c'est pour ça que j'avais informé la population d'un projet de fabrication d'usines russe de fabrication d'explosifs d'une usine russe dans le secteur de Savannah, Trois-Vallées, Fougères et puis également Roland, que je salue. Et aujourd'hui, j'ai été victime de mon honnêteté. J'ai été donc référé en diffamation par les promoteurs, les multinationales, et alors que tout est vrai. Et d'ailleurs, j'ai eu, dans les Nouvelles-Calédoniennes, le soutien de M. Gatuaou. C'est pas exactement ça. Et c'est votre vérité, M. Oui, Fijalkowski. Il y a des services à la Nouvelle-Calédonie qui font très bien leur travail. Voilà. Enfin, passons au centre d'enfouissement. J'ai entendu parler du centre d'enfouissement de Gadji. On va y je venir. voudrais juste dire quelque chose, parce que c'est important par rapport au PUD. C'est que ce que je veux dire, c'est que c'est la poubelle, en fait, du Grand Nouméa, le Païta. Et qu'aujourd'hui... c'est pas bien ce que vous dites. Parce qu'on reçoit toutes les poubelles de tout le monde. Les administrés apprécieront, les administrés Païta apprécieront. Alors, j'entends parler de dépotoir. Ce n'est pas un dépotoir, c'est une installation de stockage des déchets. Non, c'est une installation de stockage des déchets. C'est une installation ICPE. Voilà. Ce centre est en cours d'agrandissement. Mais est-ce que les voisins le savaient? Parce qu'ils vont être contents d'apprendre qu'ils vont devoir subir les odeurs et également les trajets des camions et les pollutions pendant encore de très nombreuses années. Mais enfin, on parle de PUD, mais l'urbanisation, ce n'est pas que du maillage, ce ne sont pas que des routes, c'est aussi de l'humain. Et ce que nous, on veut faire, c'est qu'on voudrait aller à la rencontre des gens dans les quartiers, dans les tribus, dans les lotissements, et remettre le personnel de mairie au contact de la population, pour renouer le lien social. Ce qui est surprenant sur Païta, c'est qu'il n'y a plus d'animateurs dans les quartiers. Monsieur Gatuaou, vous avez tué votre métier. On va y venir, on va avancer s'il vous plaît, vous l'avez dit, Païta c'est 4 tribus. Je voudrais quand même répondre, c'est pas exact ce qui vient d'être dit, des animateurs il y en a. Ça s'appelle le développement social urbain, la politique de la ville, monsieur Fijalkowski. D'ailleurs, j'en parle d'autant plus que Jessica, ici présente, est une des animatrices que j'ai eu à former en 1996. Donc c'est inexact ce que vous dites. Il existe bien des animateurs. Pour en revenir sur le PUD, vous l'avez dit, c'est un document qui oriente et encadre et réglemente l'espace, donc urbanisme, habitat, déplacement. On avait parlé des tribus tout à l'heure, des 4 tribus. D'ailleurs, écoutez ce que dit justement cet habitant, on l'écoute. Ça serait bien de refaire les routes des tribus, parce qu'ici c'est à Païta, mais il y a 4 tribus. Et nos routes, on nous laisse de côté, on n'améliore pas notre situation pour bien faire les choses. Et ce que je demande à ceux qui seront élus, de bien faire. Il faut s'occuper de nous, parce que nous, on existe. Voilà, les gens de l'endroit sont là, mais on nous laisse à part. Jean-Pierre Séléphène, vous vouliez réagir? Ben écoutez, ce que disait ce jeune homme, il a tout à fait raison, que ces 4 tribus ont été délaissées, oubliées, ça fait 30 ans. Et ce PID qu'on partage depuis quelques instants, je suis vraiment étonné que ça n'a jamais été mis en œuvre, ou en tout cas mis en œuvre, mais voilà, depuis la prise en place par monsieur Martin. Mais Loré, cet habitant, il dit on se sent finalement oublié. Quelle réponse apportez-vous? Malheureusement, il a raison, j'ai envie de vous dire. Et puis, vous savez, ça fait 25 ans que ça dure. Pour se rendre compte, il suffit de se rendre sur le littoral. Vous vous rendrez bien compte que nos routes, elles sont dans un état catastrophique. Mais il n'y a pas que le littoral, il y a beaucoup d'endroits dans la commune. Et malheureusement, on l'a constaté tout récemment, il y a des endroits qui sont rénovés parce que tout simplement les gens se plaignent. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on est dans une mise en œuvre de la rénovation des voiries par rapport à des réactions de la population. Alors que si on avait justement ce plan d'urbanisme directeur qui pose justement ce schéma de développement, eh bien, on communique, c'est un support de communication. Après, vous savez, il y a l'état des voiries, mais tout à l'heure, je l'ai rappelé, la circulation qu'on connaît aujourd'hui à l'entrée du village tous les soirs, c'est là aussi pour nous rappeler que malheureusement, n'ayant pas de perspective dans le développement,
eh bien, on construit des lotissements, on va lotir des surfaces, et les voies d'accès, malheureusement, elles arrivent après. Et j'ai envie de vous dire, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Jessica Marengo. Concernant la question des tribus, alors la tribu de ND, elle a une route qui est convenable parce qu'il y a le littoral. Le souci aujourd'hui qui se pose, c'est la sécurité parce que les dodanes ont dû être rabaissées par rapport au Taneo, donc les voitures roulent hyper vite. Par contre, moi, la question que j'aimerais poser, c'est qu'il me semble que sur le budget, il y a une ligne d'investissement pour les tribus. Comment se fait-il que pendant toutes ces années, Nanyuni, Bangou, Saint-Laurent n'ont pas eu de route refaite? Willy Gatoaou. Oui, alors je vais parler ici de méthode, mais par rapport à ce qu'a indiqué M. Ben-Loré, on n'attend pas un PUD validé pour savoir ce qu'il y a à faire en termes de route sur Païta. D'ailleurs, sur le budget 2020, il y a 800 millions d'investissements qui concernent les routes. Un budget 2020 en hausse, 4 milliards 900 millions. Alors 4 milliards 9. 2020. 4 milliards 9. Alors, moi, pour revenir sur la question des tribus, vous savez, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour en parler, mais on parle des tribus, on parle de quoi? On parle des terres coutumières. Ces terres, ces espaces qui échappent au droit commun, puisque M. Selefen faisait le lien avec le PUD. Alors, nous, on s'organise. Moi, je me suis organisé. Il y a effectivement une commission, un comité partenarial coutumier de Païta. Donc, c'est un espace qui est dédié, effectivement, aux autorités coutumières, parce que c'est une règle d'or pour moi. C'est-à-dire que quand on s'adresse aux tribus, on passe par ce qu'on appelle le chemin coutumier. Donc on s'adresse aux coutumiers. Donc on a organisé cet espace dédié aux autorités coutumières qui se réunit tous les 4 mois. Mais pour la bonne information de ma collègue Jessica, c'est qu'il n'y a pas de budget dédié aux tribus. La commune, l'identité communale, c'est Savannah, c'est tous les quartiers de Païta, y compris les tribus. Les habitants de ces tribus-là sont aussi des citoyens comme ceux des autres quartiers. Exactement. Ils participent à l'identité communale. Et il faut savoir qu'il y a certaines décisions qui sont prises dans cet espace-là, avec 2 représentants. La composition de ce comité, c'est 2 représentants par tribu qui eux-mêmes ont été désignés par les autorités coutumières, avec lesquels on décide un certain nombre et on priorise les travaux. Et d'ailleurs, actuellement en cours, les travaux de la conduite d'eau sur la tribu de Nanyuni, et immédiatement derrière, il y a 37 millions de travaux. Il y a la route de Bangou, il faut s'en occuper, il y a la route de Saint-Laurent, et là on commence par la route de Nanyuni. Lourde est la tête qui porte la couronne. Manila Tehei, par rapport à cette question-là, justement des habitants des tribus, est-ce que vous vous engagez, vous, si vous êtes justement élu au fauteuil de maire, eh bien, que ce soit une de vos priorités, ces routes-là? Oui, eh bien, évidemment, on ne peut pas dire non et ne pas considérer les 4 tribus qui composent Païta. Comme le disait, c'est les tribus, les quartiers, on est un ensemble. Donc il est absolument indispensable d'entendre l'ensemble des concitoyens de Païta, de mettre en place les moyens pour pouvoir à la fois remettre les routes en bon état. Mais moi, derrière, ce que j'entends et ce que je vois surtout, et ce qu'on m'a dit, c'est que derrière la réfection de cet ensemble de ces routes, et notamment sur Bangou, parce que j'ai eu beaucoup de témoignages dans la tribu de Bangou, comme le jeune homme là, c'est qu'en fait, ça fait des années que ça dure, et qu'il y a des enfants 112. Qui descendent toujours à pied parce que les bus scolaires ne montent pas jusqu'à la tribu. Donc, ce n'est pas vrai. Eh bien, écoutez, c'est en tout cas le témoignage qu'on vient de voir à la télé. Désolé, je ne peux pas vous laisser dire ça. Le témoignage est là, donc il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. Donc là, on a quand même énormément de mal. Les gens qui habitent au fond de la tribu, malheureusement, doivent marcher tous les matins. Et moi, j'ai eu une dame qui a plus de 60 ans qui m'a dit que ça fait 50 ans que ça dure. Voilà. Benila Loré, comment intégrer les tribus, les nouveaux lotissements aussi pour faire face finalement à toute cette explosion démographique et puis finalement aussi sans oublier les quartiers plus populaires à Païta? Comment fait-on? Déjà pour reprendre un petit peu, parce que j'ai entendu monsieur le maire parler de développement des réseaux. Il me semble qu'il y a un rapport de la Cour des comptes qui indique justement que par rapport aux tribus, il manque le déploiement de réseaux et justement la mise en place de compteurs. Donc en tout cas, nous, on aimerait bien que par rapport à cette recommandation, on puisse le faire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça a pris beaucoup de retard.
Et malheureusement, là aussi, c'est l'accès à l'eau. Il faut le même accès à l'eau pour tout le monde. Donc c'est important. Sauf que sur cette question-là, le choix des autorités coutumières pour les tribus de Bangou et Saint-Laurent, c'est de rester en réseau privé. Pour l'instant, ils ne souhaitent pas être sur le réseau public. En tout cas, c'est dans les... Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Dans les rencontres qui ont pu avoir lieu, en tout cas, récemment, je dialogue avec les autorités coutumières. Oui, et bien il y a aussi des habitants autour qui font partie de ces autorités coutumières. Je ne prendrai pas pour le grand chef. Qui bizarrement n'ont pas dit la même chose. On s'entend plus. J'aimerais revenir déjà sur le premier point par rapport au transport. Les enfants qui ont un souci avec le transport, qui sont secondaires, ce sont les enfants qui prennent Tanéo. C'est pas la même chose. Et donc c'est pareil pour les habitants qui sont à la tribu. C'est ceux qui prennent Tanéo parce que les deux seules tribus où Tanéo entre dans la tribu, c'est Ndé et Nanyuni. Saint-Laurent et Bangou doivent se déplacer. Ça veut dire que ça, il faudra retravailler dessus pour voir dans quelle mesure le bus peut rentrer parce qu'effectivement, à Bangou, ça fait un long trajet. En ce qui concerne le réseau d'eau, alors effectivement, chacun de nous autour de cette table, on a des gens des tribus dans nos listes. Donc c'est normal que chacun entende aussi le son de cloche. En tout cas, moi qui suis des tribus et qui suis de Bangou, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas payer. Ce n'est pas l'eau que l'on paye, c'est tout ce que l'on utilise pour pouvoir faire acheminer l'eau. Mais en tout cas, voilà. Effectivement, il y en a qui vont dire on préfère être sur le réseau, il y en a qui disent non. Nous, on préfère rester, en tout cas Bangou et Saint-Laurent, on préfère rester sur le captage à la source. Milako Tukumuli. Oui, c'est important de parler des tribus. On a la chance, nous, à Païta, d'en avoir 4. Il faut s'en occuper. Je pense, comme la plupart des candidats qui sont là, on a tous arpenté les tribus pour faire ce constat. Moi, je dirais pas oui par rapport à la question qui a été posée, parce que ce serait mentir aux administrés de la ville. Et puis, parler de l'état des routes, je l'entends, parce que je l'ai vu dans les tribus, mais il n'y a pas que les tribus. Les gens à Païta se plaignent. Il y a 2 Païta. Il y a Païta ancien et Païta nouveau. Et dans le Païta ancien, quand on regarde les lotissements, les routes et les aménagements ne sont plus aux normes, ne répondent plus aux besoins des gens. Donc ce serait mentir de dire aux gens des tribus qu'on va le faire. Il y a un budget qui a été voté, 4,9 milliards. Il me semble que c'est 3 milliards en fonctionnement et 1,9 milliard en investissement. Ça veut dire que sur 6 ans, ça vous fait à peu près 12 milliards sur lesquels il va falloir travailler en investissement. Et vous savez que faire des routes, ça coûte énormément d'argent, qu'il va falloir prioriser. On ne pourra pas contenter tout le monde. Et que le retard qu'il y a aujourd'hui sur Païta, il faut dire la vérité. Et une mandature, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas pour rattraper ce retard au niveau des infrastructures et des aménagements. La volonté, la première chose à faire, c'est effectivement de mettre en place ce PUD. Et ensuite, il faudra remettre à plat toutes les priorités qu'il faudra faire et justement aller expliquer aux gens en transparence pourquoi vous avez été choisi, pourquoi pas vous, etc. Il faut être transparent. Et puis, j'ai envie de dire que aujourd'hui, comme tous les 5 ans, tous les 6 ans, à la veille des élections municipales, on assiste constamment à le feu d'artifice électoral qui consiste à débrousser toute la commune, qui consiste à refaire les routes, à boucher des trous qui sont là depuis 5 ans. Je veux juste dire aux administrés, conservez votre mémoire langue et laissez tomber votre mémoire à court terme. Parce qu'on essaie d'effacer au fait ce qui s'est passé pendant ces 25 ans. Voilà qui soulève une autre question, Milako Tukumuli. Voilà qui soulève une autre question, c'est l'accès des citoyens aux services publics. Ça rejoint ce que vous disiez à l'instant, les quartiers, les tribus. Où est-ce qu'on en est par rapport à l'accès? Je reviens sur ce que disait mon ami Tukumuli, c'est que, vous savez, moi je suis maire jusqu'au 14 mars ce soir. Donc jusque-là, je ferai les choses, tout simplement. C'est dit. Par rapport à la question que je viens de poser, donc du coup par rapport à l'accès aux services publics, quel est le constat par rapport aux citoyens? Est-ce qu'on a tous justement cette facilité d'accès aux services publics par rapport notamment aux quartiers qu'on dit populaires, chez Fleuras ou en tribu? Alors l'accès, c'est surtout l'égalité des administrés face aux services publics municipaux. Alors c'est vrai que moi je ne suis pas de ceux qui s'enfermeraient dans ce qu'on appelle le conformisme social. Ce n'est pas parce que les choses se font depuis des décennies comme ça se fait aujourd'hui qu'il faut continuer à faire ainsi. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention. J'ai entendu dire qu'il fallait des maisons de quartier dans tous les quartiers. Alors si je comprends bien, il faut mettre des maisons de quartier dans tous les quartiers. Vous savez, moi je ne fais rien
contre la volonté des gens. Parce qu'il ne faut pas mélanger la proximité et la promiscuité. C'est mon expérience. Je prends l'exemple du lotissement chez Fleuras, où certains ont cru bon d'avoir un parc de jeux dans chaque tranche. Il y en a 4 à chez Fleuras. Qu'est-ce qui s'est passé au fil du temps? Les vendredis soirs, les samedis soirs, les gamins, ils avaient 25 ans à 30 ans avec une bière à la main. Donc il faut faire très attention à tout ça. Peut-être qu'il n'y a pas de police aussi, c'est pour ça. On va justement y venir. Place à présent à notre deuxième thématique, la sécurité. Alors on fait tous ce constat, vous faites tous ce constat, école vandalisée, incendiée, cambriolage, caillassage, agression. La commune est-elle sûre aujourd'hui? Alors avant d'y répondre, je vous propose d'écouter tout de suite cette habitante. Pour la sécurité, on demande la police municipale. Ça fait des années qu'on attend parce que tous les mercredis et tous les samedis, ça nous casse les pieds parce qu'on n'a pas de sécurité. Surtout les enfants, quand ils terminent l'école, les mercredis et les vendredis, ça nous tire sur les pieds parce que même nous, sur les commerces et tout, on ramasse aussi des fois. Voilà. Parce qu'on voulait savoir quand est-ce la police municipale, ça va exister sur Païta. Bénier-la-Lorée, la police municipale vient d'être créée. Quels seront, vos engagements prioritaires? Et quel constat faites-vous à Païta? Oui, donc déjà sur le constat, j'étais déjà sur une liste en 2008 et la police municipale, c'était déjà un sujet et c'était un des projets phares justement de notre liste. Malheureusement, l'histoire a voulu qu'on ne remporte pas ces élections, mais le constat, il est là. C'est qu'à l'époque déjà, on parlait de police municipale et aujourd'hui, pour nous, on a 2 mandatures de retard. Et je rappelle quand même qu'au jour d'aujourd'hui, la population s'élève à près de 25 000 habitants. Si on compare avec les autres communes de l'agglo, on est l'équivalent du Mont-d'Or, à 3 000 habitants près. Et en termes de surface, on n'est pas très loin. Au Mont-d'Or, aujourd'hui, ils sont à 43 personnels, 3 brigades de ville et 1 brigade administrative. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de hautes études pour comprendre qu'il y a quand même un écart. Et la sécurité qui s'est développée ces dernières années, nous, on est convaincus que c'est lié justement à cette absence de police municipale. Manina Teaï, sur la création de la police municipale et sur finalement ce que dit Bénier-la-Lorée, le manque d'effectifs, vous le déplorez? Ben oui, évidemment. Et surtout, moi, ce que je voudrais rappeler, c'est qu'on le dit un petit peu dans le reportage, mais c'est 250 cambriolages l'année dernière, 120 vols de voitures, 260 agressions physiques. Ça fait à peu près 2 faits de délinquance par jour. Ce sont des chiffres qui datent de 2018. 2018, exactement. Et c'est toujours en hausse. Donc ça fait 5 ans, ça augmente. On a un sentiment d'insécurité. L'insécurité est avérée, en fait. Donc c'est absolument inadmissible d'avoir attendu déjà 20 ans, pour moi, c'est pas 12 ans, c'est 20 ans de retard pour créer une police municipale. Alors certes, on me dit qu'elle est créée, on a une bâtisse qui a été rénovée, on a une pancarte écrit police municipale, on a un policier, carte garde champêtre. Enfin, franchement, on est 25 000 habitants, ça va de Catira-Monnet jusqu'à Tontouta, c'est clairement insuffisant. Alors, il faut faire attention parce qu'il ne faudrait pas faire croire aux administrés de Païta que la police municipale, c'est la panacée. On peut doubler les effectifs, mais ça ne réglera pas pour autant la question. Vous savez, on peut parler... des chiffres, c'est sûr. Il y a la transversalité. Déjà, je ne vois pas pourquoi vous comparez au Mont-d'Or. Le Mont-d'Or, c'est 6 milliards 100 millions de budget. Ce n'est pas la même chose. Oui, il y a 1,2 milliard de différence. Donc, il faut faire attention. C'est une question de priorisation, monsieur. Oui, mais il faut faire attention. Mais il y a 6 milliards 100 millions de budget, ce n'est pas 4,9 milliards. Ou plutôt faire autre chose. Vous n'avez pas les bons chiffres, Madame Teaï. Vous citez les chiffres de 2018. Citons les chiffres de 2019. Allez-y. 1119 faits, moins 20% de énorme. Moins 20%. C'est énorme. C'est toujours énorme. Même un seul cambriolage, c'est déjà un cambriolage de trop. Donc ça veut dire qu'on laisse nos enfants en insécurité moi, je vous ai écouté, alors je vous demande de m'écouter. Je ne veux pas laisser dire ici que parce que demain, on aura 43 policiers municipaux. D'ailleurs, Madame Teaï, c'est pas 4 gardes champêtres, c'est 6. Il y en a 6. C'est toujours insuffisant. Oui, ce sera jamais suffisant, mais bien sûr. Mais Jessica c'est une réponse collective. Et ensuite, on entendra Milagro. Il y a quand même la gendarmerie qui est là. Malheureusement, allez-y, Jessica Marengo. Alors, la question de la sécurité, elle ne concerne pas que la police municipale. Moi, j'ai envie de dire que ça concerne tous les administrés. Le problème, il vient de ce phénomène d'urbanisation où il a manqué d'infrastructures. Donc, effectivement, ça a augmenté ce qu'on pourrait appeler la délinquance. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on est tous responsables. Moi, quand je vois un jeune qui fait n'importe quoi au village, mais je ne me gêne pas pour aller le voir.
Parce que c'est moi l'adulte, c'est moi qui dois dire aux jeunes, ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Celui qui, ça fait apparemment un mois là qu'il y a un Wallisien qui est pizzaïolo, il se fait à chaque fois caillasser au même endroit. Oui, mais tout le monde n'est pas éducateur. Non, mais c'est pas une question que tout le monde n'est pas éducateur. Est-ce que je peux terminer? Laissez terminer Jessica Marengo, vous aurez la parole ensuite. Ce que je voudrais dire en premier, c'est ça, c'est que tout le monde est responsable, mais ça veut dire aussi que la police municipale, c'est pas elle toute seule de faire le travail. Il faut travailler avec la gendarmerie, il faut travailler avec les coutumiers, que ce soit les coutumiers des tribus, que ce soit les représentants coutumiers Wallis et Futuna, que ce soit les autres communautés. C'est travailler avec le CLSPD aussi. Ça, c'est important de se dire qu'il y a un moment, on ne va pas dire que c'est que à la police. Nous, on n'est pas pour une politique répressive. Effectivement, il y a déjà des caméras, il y a l'éclairage, mais nous, on est surtout pour une politique de prévention. Ça veut dire à quel moment on va commencer à faire les choses en amont pour pouvoir prévenir de ces choses-là. Milakolo Tokomulu. Oui, je voudrais féliciter déjà monsieur le maire, parce que c'est vrai que pendant ces 14 mois, il a installé une police municipale. Il faut le dire, c'est très bien, ça fait longtemps qu'on attend. Néanmoins, ça ne reste pas suffisant. Et je pense que tout le monde aujourd'hui veut faire en sorte que Païta soit une ville plus sécurisée. Monsieur le maire, j'ai vérifié par rapport à vos propos sur RRB, les gardes champêtres n'ont pas vraiment les mêmes compétences que les agents municipaux. Ensuite, je voudrais rejoindre aussi les propos de ma collègue Jessica. On ne pourra pas mettre un policier derrière chaque famille, un gendarme derrière chaque famille, une vidéo de caméra surveillance derrière chaque famille. Il faut agir en amont. Et je pense qu'une des choses qu'il faudra mettre en place, qui me semble importante, c'est le Centre communal d'action sociale, le CCAS, une cellule de la mairie où il y a des travailleurs sociaux qui doivent être là pour justement accompagner les familles les plus vulnérables, les plus fragiles de la commune. Parce que souvent, la délinquance, elle commence là. Au-delà de ça, j'ai envie de dire qu'il faut s'occuper des familles, parce que c'est l'éducation, la première éducation, c'est à la maison. Aujourd'hui, on est dans un système de société où les enfants, ils sont élevés à la crèche, ils sont élevés à l'école, moins par les parents, et les parents, ils se retrouvent à 15 ans, ils ne connaissent plus leurs enfants. Et c'est un fait de société, c'est la mondialisation qui veut ça. Aujourd'hui, il faut remettre ça au goût du jour. Et quand on parlait tout à l'heure d'infrastructures dans la ville, c'est favoriser des lieux de rencontre. Le marché en fait partie, les maisons de quartier en fait partie. J'ai entendu monsieur le maire dire tout à l'heure, c'est vrai, aujourd'hui on constate qu'on met des endroits pour que les gens y échangent, mais ils n'échangent plus. Parce qu'on a perdu cette manière de vivre les choses. C'est l'ère du numérique aussi qui veut ça. Et c'est justement le défi aujourd'hui. Les réponses des collectivités publiques républicaines ne répondent pas forcément à des mœurs de vie ici en Nouvelle-Calédonie, où on a des mœurs encore océaniennes. Il faut remettre l'humain au centre du dispositif. Et je ne pensais pas que j'allais le dire un jour, mais je suis d'accord avec M. Fijalkowski. C'est créer des infrastructures et faire en sorte que les gens soient connectés entre eux déjà, et puis ensuite connecter avec la mairie, parce que la mairie, c'est la maison de tous les administrés de la ville de Païta. Jean-Pierre Selefen, plus de prévention, c'est ce que vous proposez aussi? Une police de proximité au quotidien. Je m'explique. C'est intégrer tous nos coutumiers dans les quartiers, dans les tribus, à l'intérieur du conseil municipal. Tel est notre projet. C'est-à-dire concrètement, comment est-ce qu'on désigne les coutumiers et comment est-ce que ça se rend possible au sein des... Ça existe, Il existe déjà des référents aussi au sein des tribus. On ne peut pas désigner les coutumiers. Les coutumiers sont désignés par les gens, etc. Mais pour reprendre les propos de M. Selefen, je suis complètement d'accord. Il y a le pouvoir coutumier, ce sont des vecteurs de communication qui sont importants. Exact. Il y a des gens qui écoutent les coutumiers. Et puis au-delà de la coutume, il y a quelque chose qu'on a oublié qui était très fondamental, qui est encore très fondamental chez nous. Il y a la religion. La religion est encore très forte. Aujourd'hui, les collectivités ont du mal à trouver des gens à qui on essaie de régler leurs problèmes. Et ces gens-là, vous les trouvez souvent dans les réunions coutumières et dans l'église et dans les temples. Et les prêtres et les coutumiers peuvent être des vecteurs de communication. Exact. Et c'est important, il faut les utiliser, il faut travailler ensemble et pas chacun de son côté. Et comme je l'ai dit aux élections provinciales, arrêtons de nous mettre des barrières, de construire des murs entre nous, essayons de construire des ponts entre nous pour qu'on arrive à travailler de manière cohérente. Parce que l'insécurité, ce n'est pas un problème uniquement de la ville de Païta. C'est un sentiment d'insécurité sur tout le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Alors, Nicolas. concrètement, je vais juste réagir, c'est-à-dire qu'on est en train de faire, en quelque sorte, le bilan de la mandature. Je constate que je suis le projet en fait, de mes adversaires. Mais après, M. Toukoumouli, qui était d'accord avec M. Fijalkowski, moi je voudrais rassurer M. Fijalkowski, parce que, vous savez, c'est les engagements que je prends. Je ne prends que des engagements, je ne fais pas de promesses. Engagement, puisque c'est mon expérience qui me permet de le dire, ma connaissance effectivement des capacités financières de la commune. Entre 2022 et 2023, il s'agira d'installer un centre de première intervention de pompiers à Tontouta et un poste avancé de la police municipale. Et je vous donne l'info, je vous en fais la primeur. Ce matin même, nous avons fait l'acquisition du foncier 4 hectares qui, à l'époque, accueillait Ecotel et Tontoutel. Donc voilà, il s'agit d'y installer des pompiers, d'y installer les gendarmes et surtout d'y installer un QAV. C'est le sujet qu'on va voir après. Nicolas Fijalkowski. Oui, alors moi, je reviens pas sur le débat sur la police. Elle arrive. Donc il était temps, donc voilà. Non, moi, ma préoccupation, c'est notre jeunesse, ce sont nos enfants. Parce que quand on voit tout ce qui se passe depuis des années sur nos enfants, c'est quand même nos trésors, c'est le bien le plus précieux, au-delà d'une maison ou d'une voiture. Eh bien déjà, on constate que nos enfants, elle l'a dit la dame dans le reportage, il y a des bagarres les mercredis après-midi, les vendredis soirs, les veilles de vacances scolaires. Donc c'est là où la police municipale aura son utilité, parce que effectivement, c'est une police de proximité. Ce sont des agents qui connaissent les quartiers, qui connaissent les habitants. Ils seront là pour désamorcer. Le but, c'est de prévenir et ne pas de s'entraîner. Autant y aller avant. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point par rapport à cette jeunesse, c'est qu'on a eu beaucoup d'établissements scolaires qui ont été vandalisés, détériorés, dégradés. Et c'est important de s'y arrêter, parce que au-delà du dégât matériel, il y a les dégâts psychologiques. Quand on voit qu'un enfant qui reprend l'école après avoir vu sa classe saccagée, quel est le traumatisme qu'il peut avoir? Ça, c'est important. Ça, on ne le dit pas, on ne le pense pas. Le parent d'élève qui renvoie son enfant à l'école, dans quel niveau de stress il renvoie son enfant à l'école? Et enfin, il y a tout le corps pédagogique, les enseignants, qui voient d'année en année, plusieurs fois dans l'année, voir leur établissement se faire vandaliser, détériorer, voire passer parfois au feu. Et enfin, il y a également, on a eu le cas l'année dernière, ça avait fait un peu la une des médias, c'est la sécurité sanitaire des aliments. Aujourd'hui, nos enfants ont été... il y a un mieux avec le prestataire, mais aujourd'hui, nous avons des repas qui sont fabriqués sur Nouméa et pour être livrés sur la commune. Mais l'année dernière, nous avons quand même eu de gros problèmes et les parents ont été très inquiets par rapport à la santé de leurs enfants. Donc tout ça, c'est également de la sécurité. La sécurité, ce n'est pas que de la police, c'est un peu de tout. Donc il faut tout repenser sur la sécurité sur Païta. Manina Théaï, quelles seront vos priorités en termes de sécurité? Oui. Donc évidemment... c'est renforcer cette police créée qui pour nous est clairement défaillante. Notre deuxième priorité, ça sera évidemment, on a parlé tout à l'heure de répression, nous on dit qu'il faut mettre en place une vraie politique de prévention communale, alors en renforçant les effectifs d'animateurs de quartier, en renforçant les effectifs d'éducateurs sportifs, en créant et construisant davantage de maisons de quartier, parce que même si on ne peut pas en mettre une dans tous les quartiers, je pense que 2, surtout Païta, c'est clairement insuffisant. Il n'y a que 2 maisons de quartier pour 7000 jeunes de moins de 20 ans. Ça, c'est des constats. Et ce qu'on dit en troisièmement, c'est qu'il faut responsabiliser les parents qui sont défaillants lorsqu'ils ont des enfants mineurs qui ont fait des bêtises. Et nous, on aimerait bien que, par exemple, on utilise le dispositif des TIG. Voilà, les travaux d'intérêt généraux qui peuvent être d'ailleurs déployés en milieu coutumier. Beñat Loré, vous y êtes favorable? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je voulais partager quand même ce qui a été dit ce soir en ce qui concerne la police municipale d'abord. C'est une police de proximité et on n'est pas du tout dans de la répression. Ensuite, concernant notre jeunesse, notre projet éducatif communal, déjà auprès des plus petits, il va dans ce sens-là. Parce qu'il s'agira aussi d'abord de les accompagner sur le volet de la citoyenneté, sur le volet du développement durable, sur le volet de la culture. Parce qu'on a besoin quand même, à un moment donné, que nos enfants ils tissent ces liens dans le vivre ensemble. Et puis pour les moins jeunes, les collégiens par exemple, on est force de proposition sur notamment les mesures de responsabilisation. Parce qu'il faut faire attention entre les mesures de responsabilisation et les tiges. Les tiges, on est dans le domaine judiciaire.
On est sur un autre volet. Nous, on parle plutôt de mesures de responsabilisation. Et puis après, il y a un foyer d'action éducative à Païta. Nous, on a découvert son existence il y a quelques années quand il a fermé, parce qu'il y a eu des problèmes. Et c'est dommage. On aurait bien voulu davantage de communication sur le sujet. Et j'irai même plus loin. Au niveau du Centre local de sécurité et de prévention de la délinquance, on veut de la transversalité. Parce que, vous savez, la délinquance, elle commence... l'antichambre de la délinquance, c'est le décrochage scolaire. Et ça commence par, on le voit dans les études, la première cigarette en CM2 pour 50% des enfants. Vous voyez, c'est des sujets comme ça qui sont importants. C'est l'absentéisme, c'est le lien avec les parents. Donc, effectivement, il faut un schéma global pour justement travailler sur tous les liens, tous les sujets qui vont justement débouler sur la sécurité. Donc, c'est vrai que la sécurité, l'insécurité, c'est pas juste la police municipale qui va apporter la réponse. C'est vraiment un schéma global d'ensemble qui va travailler depuis les origines. Et puis aussi, malheureusement, ça arrive, des jeunes qui posent un certain nombre de faits. Et donc derrière, il faut aussi apporter les réponses et travailler sur l'impunité. Et créer ce lien social-là, ces équilibres-là, Jessica Maringo. Oui, moi je suis complètement d'accord. Moi j'ai fait des formations dans le culturel, dans le social. Et comme je disais tout à l'heure, le fait qu'il y ait eu ce phénomène d'urbanisation et le manque d'infrastructures, donc il n'y a pas tous ces lieux de vie. Ces lieux de vie où on apprend à se connaître. Ces événements. Il fut un temps où à Païta, il y a eu beaucoup d'événements, des fêtes ou des fêtes culturelles où on arrivait à se rencontrer, où on arrivait à se connaître. Même dans les écoles, aujourd'hui, on est tous sectorisés. Alors c'est vrai que nous, on aimerait proposer des temps de rencontre, comme une fête culturelle, où on verrait justement toutes ces communautés qui sont sur Païta, mais aussi faire rencontrer les différentes écoles et pas que chacun fasse sa fête dans son coin. Mais c'est aussi par rapport à la jeunesse proposer un service civique citoyen. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on se rend compte qu'après le décrochage scolaire, qu'est-ce qu'on propose à l'élève, au jeune, quand il est exclu? Quand je vois tous ces jeunes qui sont au village, qui sont déscolarisés ou qui ne savent pas trop quoi faire, qu'est-ce qu'on leur propose? Et ça, on manque de ces choses-là. Effectivement, le lien social, c'est la première chose qui fait qu'on reconnaît qu'on a quelque chose à faire. Chacun de nous, on a quelque chose à faire sur Terre. Mais ça veut dire aussi que l'autre qui est à côté, il a quelque chose. Alors comment les uns et les autres, on s'accompagne pour que chacun puisse vivre, en tout cas, dignement? Oui, juste pour ajouter, on parle des jeunes, au fait, qui ne réussissent pas. Mais peut-être qu'il faut changer de direction et puis se servir au fait de ceux qui réussissent, parce qu'au fait, dans cette méandre de délinquance, il y a quand même des jeunes qui réussissent. Il faut les valoriser et peut-être en faire des exemples dans la commune pour inciter nos jeunes, dès leur plus jeune âge, à justement arriver. Il y en a qui réussissent dans le sport, il y en a qui réussissent dans les études, il y en a qui reviennent devenir entrepreneurs dans leur propre ville pour pouvoir participer à la construction de Païta, mais aussi de la Calédonie. Il faut réussir à les mettre en valeur, il ne faut pas uniquement regarder tous ceux qui ne réussissent pas, mais peut-être utiliser ou se servir de ceux qui réussissent et les valoriser dans la commune. Très rapidement, Jessica. Ce que dit M. Toukoumbouli, et je le rejoins, c'est l'éducation passe par l'exemple. Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit aussi. On associe tout de suite la jeunesse à la délinquance. Vous savez, quand il y a des gens de mon âge qui ne respectent pas les places de stationnement pour handicapés, alors qu'ils ne le sont pas, c'est le début de la délinquance. Quand il y a des personnes de mon âge, pour ne pas dire des parents, qui ne respectent pas le calendrier de dépôt des déchets verts, c'est le début de la délinquance. Après, je voudrais dire à M. Ben-Loré, puisqu'il posait la question sur le centre d'éducation, c'est une structure de la Nouvelle-Calédonie. Lui et les collaborateurs de la Nouvelle-Calédonie, ils devraient répondre à cette question. Parce que je la pose aussi, cette question. Jean-Pierre Seyfé. Je voudrais tout simplement rebondir à ce que disait M. le maire. Au niveau des stations des handicapés, il n'y a qu'un seul, c'est à la mairie. Non, il y en a au village. À ma connaissance, non. Village, en face de la boucherie Roland. Exactement. Il n'y a pas assez. Exactement. Il s'agit là d'incivilité. Dernière question, M. Oulinghata. Finalement, cette délinquance-là, est-ce qu'elle n'est pas révélatrice d'une politique sociale
qui a échoué? Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de prévention, un quart du budget est consacré à la prévention. C'est ce que disait ma collègue, c'est que la réponse, elle est collective. En fait, c'est ce qu'elle explique. Il y a la communauté éducative d'un côté, il y a effectivement l'État, la Nouvelle-Calédonie, la province et la commune. C'est un phénomène auquel on ne peut apporter qu'une seule réponse, elle doit être collective. Le maire ne se substituera jamais et ne pourra pas le faire aux parents et inversement. Donc voilà, c'est un phénomène qui dépasse même le territoire de la commune. Très rapidement, Jessica Maringo, et ensuite on passe au train 3. Willy a dit, c'est ce que je voulais dire. C'est dit, donc, place à présent à notre troisième et dernière thématique, l'environnement. Voilà, Païta, c'est aussi un patrimoine naturel exceptionnel avec des espaces naturels comme le mont Humboldt et le mont Mou, mais aussi plusieurs hectares de plaine de Saint-Vincent aux allées de la Tontouta et de la Tamoa en amont et en aval du col de la Pirogue. Alors, comment préserver ces sites? Tout de suite, cette question d'un habitant de Païta. On l'écoute. Aujourd'hui, on fait beaucoup de construction parce qu'il y a beaucoup de demandes au niveau logement. Mais il y a tous les espaces naturels qui étaient détruits, par exemple, mangroves, les gaillacs. Il faut peut-être les préserver. Voilà. Manina Tehei, une réponse à ce monsieur. Que dites-vous sur l'explosion si démographique, l'environnement? Comment fait-on? Alors évidemment que c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que, vous le savez, je suis ingénieure en environnement et en développement durable. Donc moi, la situation sur Païta, pour moi, elle me désole. Elle me désole parce que c'est 12 000 tonnes de déchets qu'on produit par an. Et pourtant, on n'a pas de tri sélectif. C'est 0 station d'épuration. Donc, je réponds directement à ce monsieur qui dénonce la pollution de ces mangroves. Oui, malheureusement, toutes nos eaux usées vont directement soit à la mer, soit dans la nature, avec évidemment le risque de pollution de nos nappes phréatiques. Et c'est également, on a pu constater, malheureusement, comme chaque année, plus de 1000 hectares de végétation qui brûlent, qui partent en fumée. Donc c'est toute notre biodiversité qui est menacée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas de plan d'assainissement. Voilà, ça fait partie du pays, on l'a déjà dit, mais il faut le mettre en place. Si on avait un schéma d'assainissement directeur, on pourrait mettre en place toutes ces traiter l'ensemble de nos eaux usées, d'habitation, des entreprises, des commerces. On pourrait également mettre en place une gestion, une valorisation de nos déchets par la mise en place d'un tri sélectif. On peut également créer des plateformes de compostage de nos végétaux ou encore, alors je l'ai entendu, mais construire davantage de QAV, des quais d'apport volontaires, pour inciter la population à agir directement et à gérer mieux ces déchets. Alors, et j'ai parlé enfin des feux. Si on ne s'occupe pas de la prévention et de protéger et d'avoir un plan de prévention, de gestion des feux de brousse, évidemment, on peut arriver à des désastres de notre biodiversité et la voir disparaître. Juste un tout petit mot, on me dit qu'en raison de légers problèmes techniques en télévision, nous avons quelques difficultés à diffuser cette émission-là, mais ce soir, exceptionnellement, je le dis, le débat sera diffusé en direct sur notre site internet, en radio et sur notre site Facebook. Nicolas Nijabkovski, un mot sur ce que vient de nous dire cet électeur de Païta. Moi aussi, donc, je suis ingénieur et donc je suis responsable de la biosécurité à l'aéroport Tontouta depuis près de 15 ans. Donc il est évident que l'environnement est au cœur de mes préoccupations. Mais je voudrais juste revenir à ce que disait M. Gatuao, parce que M. Gatuao, depuis tout à l'heure, nous parle de ses 25 ans d'expérience et de sa compétence à ingérer un budget de 4,9 milliards. J'ai une simple question pour vous, M. Gatuao, uniquement pour vous, M. Gatuao. Combien font 8 fois 9 ? Pourquoi vous posez c'est pas grave. Une fois 3. Vous n'êtes pas le professeur Nicolas Vidolensky. Non, mais c'est pas grave, monsieur. Même une fois 3. Allez-y, continuez votre argumentation. Et pour qui vous vous prenez, M. Fijalkowski? Allez-y. On peut tous gérer un budget de 4,9 milliards, même lorsqu'on ne sait pas combien font 8 fois 9. Et ce que je veux dire par là, donc ça c'était par rapport à l'importance. Je ne réponds pas à ce genre de questions, mais vous jouez les professeurs. Non, parce qu'on parle toujours, vous n'arrêtez pas de nous ramener sur votre compétence et vos 25 ans d'expérience. Mais ce n'est pas je suis désolé d'en avoir 25, M. Fijalkowski. Ce que je veux dire sur l'environnement, c'est qu'effectivement, comme le disait ma collègue Manina, il faut
revoir et repenser l'ensemble de ce qui se passe sur Païta, parce qu'aujourd'hui, on a eu le centre d'enfouissement qui avait pris feu il y a 5 ans déjà, et qui avait été posé problème parce qu'on ne savait pas quel était l'état de la combustion. Et aujourd'hui, moi je me souviens que quand j'étais gamin, je me baignais, je jouais dans les rivières de Païta, à Caricouillé, tout ça, à la Carignan, et qu'aujourd'hui j'y mettrais plus un orteil. Donc ça, c'est effectivement un fait aujourd'hui. On est sur un système de stations d'épuration individuelles ou de septodiffuseurs, mais aujourd'hui, il y a tout à reprendre par rapport à ça. Avant d'aller jusqu'à un grand principe un schéma complet, il faudrait déjà voir ce qu'il y a déjà d'installé et d'acquis sur la commune. Bénia Loré, urbanisation, explosion démographique, handicap ou pas pour la préservation de l'environnement à Païta? Mais écoutez, moi je vais revenir sur ce qui vient d'être dit, c'est que l'état des lieux, il est simple. On n'a pas de station d'épuration, on n'a pas de tout à l'égout. Et aujourd'hui, ce schéma dont parle Maïna, il est urgent de le poser. Il me semble que c'est même un des sujets qui bloque aujourd'hui au niveau de notre plan d'urbanisme directeur. Et c'est pas comme si Païta n'avait pas les moyens. Parce qu'on parle de maîtrise des budgets. Mais aujourd'hui, il y a quand même un outil, un levier de développement là, sur ce sujet, c'est la SER. Donc aujourd'hui... Elle n'a pas la compétence en assainissement, monsieur Et Loré. pourtant, c'est une compétence propre à la commune. Non, mais quand on regarde nos factures d'eau, on le voit bien. Il y a un surcoût quand même sur nos factures. À Païta, on paye l'eau quand même un peu plus cher qu'ailleurs. On a même une surtaxe. C'est dans le rapport justement de la Cour des comptes. Hein. Oui. Et aujourd'hui, ce partenariat, donc ce maillage au niveau de cette société d'économie mixte nous permet d'obtenir des déploiements de réseaux, mais aussi d'avoir certains revenus pour notre commune. Et aujourd'hui, même si tout est axé sur la mise en œuvre des réseaux, moi je ne comprends pas pourquoi on n'a pas pris une partie justement de ce retour, on va dire, pour l'assainissement. Ça, c'est un vrai sujet qu'on doit poser sur la table pour les années à venir. Jean-Pierre Séléfène, par rapport à ce point-là, par rapport au réseau d'assainissement? Eh bien, écoutez, nous, ce que nous proposons, Païta Mouvement, c'est de créer cette station d'épuration pour éviter tout ce qui est au niveau de la pollution. Donc, c'est impératif pour les administrés. Jessica Maringo, la mise en place d'un réseau d'assainissement collectif, c'est urgent à Païta? Alors, c'est urgent parce qu'on revient encore au même problème, ce phénomène d'urbanisation qui s'est fait en un laps de temps assez court. Et il y a une densité importante de population. Donc, effectivement, aujourd'hui, l'assainissement individuel n'est plus suffisant. Les tribus en paient un peu le fait qu'il y a beaucoup d'eau usée qui descendent au niveau de la mangrove. Et il y a beaucoup de choses à faire autour de la prévention également. Tout à l'heure, c'est ce que disait Manina. Et à chaque fois, on va revenir à ces mêmes points. Aujourd'hui, c'est qu'il y a eu cette urbanisation, je vais dire... forte, mais je ne vais pas dire anarchique, mais qui a été un peu déstabilisé aujourd'hui comment Païta s'est construit. Et le souci, c'est qu'on va parler du budget, on va dire est-ce que c'est une priorité, sauf qu'effectivement sur les 7 listes, 6 disent que c'est urgent. Donc l'urgence climatique, elle n'est pas que pour Païta, elle n'est pas que pour la Nouvelle-Calédonie, elle est pour le monde. Donc il y a un moment, il faut qu'on s'y mette au niveau local aussi. Mila Koulot-Koubouli. Oui, écoutez, vous l'avez dit tout à l'heure, Païta, c'est la 4e ville de la Nouvelle-Calédonie. On est à peu près la première commune broussarde. Et j'aime ça, parce qu'il y a des gens encore qui vivent comme dans la brousse, encore dans Païta. Il y en a qui vivent dans le modernisme. Il faut conserver ça à Païta. On a une réelle et belle biodiversité. Écoutez, pour l'environnement, je ne vais pas revenir. Vous avez interrogé l'ingénieur en environnement. On est tous d'accord là-dessus. On ne va pas faire les perroquets pour répéter tout ce qu'il y aura à faire dans la commune de Païta. Néanmoins, parler d'environnement, ce n'est pas uniquement parler de ça, c'est parler aussi de la gestion de notre eau. C'est parler de nos forêts qui ont subi un sacré coup très récemment. Et puis, je pense particulièrement à nos arbres. Et je pense que l'exemple que nous devons montrer, nous, déjà les responsables politiques, déjà parce que pendant cette campagne, on a malheureusement massacré beaucoup d'arbres pour faire du papier. Et puis, vous voyez, le concept humain, il est quand même complètement aberrant. Mais concrètement, que proposez-vous? Attendez, laissez-moi terminer. Complètement aberrant, nous abattons des arbres pour fabriquer du papier, pour écrire ensuite sur ce papier, n'abattons pas les arbres.
Donc je pense que chacun doit, dans la commune, et c'est le rôle de la mairie, je pense, avec la province, essayer de sensibiliser nos administrés. Je propose de faire, au-delà des infrastructures qui me semblent primordiales, c'est de sensibiliser les jeunes, c'est de faire une journée au niveau de Païta, sensibilisation pas seulement au niveau de l'environnement, mais aussi de la santé. Parce que la santé et l'environnement, ça va de pair. Willy Gatoua, finalement, ce réseau d'assainissement-là, c'est quoi? C'est un problème d'abord rappeler que de la compétence le code de l'environnement, il est provincial, d'abord. Alors, lorsqu'il y a des permis de lotir qui sont déposés, je le redis, c'était le sujet qu'on a évoqué en début d'émission. Pour l'instant, la question de l'urbanisme, c'est une compétence provinciale. Donc, les permis de lotir sont accordés par la province selon un certain nombre de prescriptions, notamment ce qui concerne la protection de l'environnement. Donc voilà, je ne peux pas croire ici, je ne peux pas laisser dire ici qu'à la province ou à la commune, le maire, le président ou la présidente de la province sud fait tout et n'importe quoi. Il y a une réglementation et on la respecte. Moi, je pense que vous prenez juste pas votre responsabilité en fait face à la protection de l'environnement de votre commune. C'est tout. Voilà, c'est une compétence provinciale. Ça reste quand même une compétence. La gestion des déchets reste une compétence de la mairie. C'est une compétence provinciale. L'environnement, c'est le traitement des déchets. Donc ça veut dire qu'en tant que maire, vous n'avez pas l'intention de protéger votre environnement, de protéger la biodiversité, de laisser une terre neutre et bien pour vos enfants. C'est un millefeuille institutionnel. Moi, je pense que la mairie est au plus proche de ses administrés. Le maire ne peut pas se substituer aux compétences. Il se doit d'être exemplaire. Nicolas Widzialbowski, vous vouliez... Il se doit d'être exemplaire. Parce qu'il y a un prémissement d'un parc qui est en cours d'aménagement devant la Reine du Sud, mais il faudrait développer ce genre d'infrastructure un peu partout sur la commune, vu son étendue, aux abords des lotissements, parce que les parcs, ce sont des plantes, ce sont des arbres, ce sont des chemins, ça amène de la verdure, ça amène de la fraîcheur, ça amène de l'air frais, ça amène de l'ombre, donc ça ramène également la température à des niveaux plus supportables, et ça amène aussi un lieu de lien social en quelque sorte, et où les gens peuvent s'y retrouver, nos seniors, nos enfants et tous les gens de la société. On l'a vu récemment, l'impact des incendies sur la commune de Païta. Plus de 1000 hectares ont brûlé depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier. Alors comment renforcer les moyens de la commune pour lutter contre les incendies, Béniel Aloré? Alors il y a un plan communal de sauvegarde, il me semble. Et je vais être d'accord avec monsieur le maire, il nous faut une annexe sur ton total. Parce qu'on le sait, en matière de lutte contre les feux de forêt, les délais d'intervention sont importants au départ du sinistre. Mais après, il faut aussi se pencher sur un schéma des retenues collinaires, alors avec un partenariat des propriétaires privés, parce qu'il y a beaucoup de propriétés, de grandes propriétés. Pourquoi un schéma de retenue collinaire? Parce qu'il s'agit aussi de réduire les rotations par rapport aux bombardiers d'eau, Et puis après, il va falloir un schéma aussi concernant les pare-feux, parce que ça permet aussi de cloisonner. Ça évite d'avoir le type d'incendie qu'on a connu en 2017, qui a été vraiment une catastrophe, et qui est arrivé jusqu'aux portes de Tantouta, qui a brûlé même une propriété entière. Oui, écoutez, de toute façon, je pense qu'on va pas redire les mêmes choses également. Un plan de prévention et de lutte contre les feux de forêt, pour moi, va guider en fait la réflexion et la gestion de la commune face à ce type d'incendie et de feux de brousse. Et puis, évidemment, on ne peut pas juste répondre et ne pas derrière réparer. Donc, il va falloir, à un moment ou à un autre, se poser et puis envisager d'apporter des réponses de prévention. Donc, à travers comment on a dit ça, j'ai perdu mes mots. La sensibilisation, certes, c'est une première action, mais voilà, des pare-feux. Et puis derrière, mettre en place des actions pour réparer. Faire par exemple une pépinière communale. Voilà. Païta a énormément d'espace, ça pourrait être une bonne réponse. Et soutenir et renforcer la politique de reboisement de la commune. Et puis en termes de réparation, ça ne suffira pas. Effectivement, on le sait que dans la plupart des cas, si ce n'est pas tous, c'est la main de l'homme. Donc les incendies, pour la plupart, sont criminels. Donc après, il faut rappeler, il ne faut pas oublier qu'il y a une période administrative, feu de brousse, qui démarre le 15 septembre et qui finit le 15 décembre. On voit bien qu'on n'est plus à plus de 6 mois aujourd'hui. Et si on parle de réparation, il faut aussi sanctionner les gens, les imprudents, les malveillants.
Parce qu'on pourra mettre toute la politique de prévention qu'on voudra, et ça va coûter à la collectivité, mais s'il n'y a pas de sanction derrière, on n'y arrivera pas. Jessica Marengo, plus de répression pour les incendiaires? Pas plus de répression, mais moi je suis dans la réparation. Effectivement, quand on a une période où on ne doit pas faire de feu. Donc déjà, celui qui fait le feu alors qu'on sait qu'on ne doit pas le faire, il y a quand même un souci. Donc il faut revenir sur la prévention, mais vraiment aller vers les gens et leur expliquer aujourd'hui c'est quoi le souci. Comment aussi on travaille avec les pompiers? Parce qu'on voit les pompiers simplement quand ils vont éteindre le feu. Mais à quel moment, par exemple là il y a eu le feu du côté de la Tamoua-Bongou, les pompiers ont dû en plus de ça faire la sécurité parce que les gens ne se rendaient pas compte du danger avec la fumée. Donc il y a toutes ces choses-là à mettre en place. Mais moi je suis d'accord pour que quand on sait qu'il y a des incendies criminels, les gens doivent être réprimandés. Il doit avoir une amende. C'est pas, puisque c'est en dehors des temps où il y a la possibilité de faire le feu. La réparation, elle est importante parce que c'est ça aussi qui permet, surtout quand c'est les jeunes, il y a eu un cas, en 2017 c'était des jeunes, en tout cas pour la tribu, il y a un moment, si on ne répare pas avec eux, on est aussi dans la possibilité de récidive. Et c'est pour ça que la réparation, elle est importante. Mais la réparation, ce n'est pas le jeune tout seul. C'est le jeune avec tout ce qui gravite autour. C'est les familles, c'est la mairie, c'est les pompiers. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'être... on manque en tout cas de tuteurs. Mais le tuteur, ce n'est pas qu'une personne, c'est toutes les personnes qui composent une société. Pierre Seléfène, vous voulez rajouter quelque chose? On peut tout dire sur ce plateau. Il faut aller à l'essentiel. Dites-nous. Alors, aller à l'essentiel, c'est quoi? C'est la prévention, il faut sensibiliser, la sensibilisation. Et la troisième chose, c'est... Là, on ne peut pas vous aider. Là. Non, je suis en train de penser. Non, mais écoutez, c'est difficile de parler après tout le monde. Je pense qu'essentiellement, tout a été dit. Voilà. On doit avoir, je suis d'accord avec tout le monde, on ne doit pas laisser l'impunité face à ces agissements. Mais peut-être dire que, en fait, ce sont des comportements humains qui nous emmènent en fait à ces catastrophes, à ces désastres naturels. Et peut-être qu'il faut éduquer nos enfants dès le plus jeune âge, pas seulement leur dire que d'apprendre des mathématiques ou du français, etc. Leur expliquer que la nature, en fait, ça fait partie de notre vie et que nous, les êtres humains, on est juste partie intégrante de la nature. Pour leur dire juste par des gestes assez simples de ne pas gaspiller de l'eau. Quand vous savez, en Calédonie, quand on va à la rivière, on a toujours tendance à faire un feu pour faire un peu de grillade, etc. Sensibiliser pour dire qu'il faut bien éviter de faire le feu là. C'est quand les fumeurs qui sont en bagnole et quand il fait chaud et qui balancent leur mégot au bord de la route. Ce sont ces comportements-là et c'est là qu'on doit agir. On peut mettre toutes les infrastructures du monde, ça ne changera pas l'éducation de nos populations. Voilà. Jean-Pierre Seléfène. Voilà, c'était la mentalité. La mentalité. Voilà, on peut tout dire. Nicolas. Moi, je voulais juste rajouter que je suis d'accord avec tout le bilan qui est dit et les solutions naturellement qu'il faut apporter. Mais on n'a pas non plus à rougir de tout ce qu'on en a déjà en termes de moyens. Donc je suis d'accord avec les dispositifs de part et d'autre du col. Mais aujourd'hui, on a déjà pas mal de pompiers, on en a déjà beaucoup, je pense qu'on est parmi les mieux dotés du territoire. Bien sûr. On a en plus la sécurité civile, on a les pompiers. C'est la plus grosse caserne du pays. On a les pompiers de la base aérienne, on a les pompiers de l'aéroport, donc on a toutes ces femmes et tous ces hommes qui se mobilisent et qui aujourd'hui font un excellent travail pour pouvoir lutter et protéger nos vies et nos biens au final. Et ça, il faut à chaque fois aussi le rappeler parce qu'on met toujours le doigt là où ça fait mal, ça a brûlé, on est d'accord. Mais quand on voit tout ce qu'on a déjà et que parfois on n'a pas assez de reconnaissance pour tout ce qu'ils font, je pensais que c'était important quand même de le souligner parce qu'on a fait part des problèmes d'incendie qu'on a eu encore récemment dans le sud de la commune et que donc il faut savoir que les gens sont conscients quand même d'avoir des femmes et des hommes qui sont prêts au sacrifice pour protéger leur vie. On va clore cette thématique. Je vais aller dans le sens de M. Fijalkowski. D'ailleurs, j'ai transformé le centre de secours en direction. Voilà. Et pour compléter les informations de M. Fijalkowski, nous avons 130 pompiers à Païta, dont 120 pompiers volontaires. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, que le centre de secours annexe de Tantouta, ce n'était pas que la lutte contre les feux de forêt.
c'est aussi le secours à la personne. De première intervention. Oui, voilà, je précise quand même. Messieurs, dames, nous arrivons à la fin de ce débat. Alors, cette question que nous posons à tous les candidats, cette question va s'afficher. Si vous êtes élu ou réélu, quelle sera votre première mesure? Jessica Marengo. Alors, on va s'asseoir. Donc, l'une des priorités que l'on veut faire, c'est justement, je vous disais tout à l'heure l'audit, mais un grand palabre. C'est-à-dire qu'on veut faire le tour de la commune, c'est possible, hein, et de savoir aujourd'hui quelles sont les priorités, mais avec aussi les gens de la commune. Parce qu'effectivement, en faisant le tour, on voit hein, qu'il y a de grandes détresses. On voit qu'il faut des infrastructures, que ce soit pour le social, que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour gérer le territoire. Mais avant de mettre tout ça en place, nous, on voudrait s'asseoir parce que le monde court trop vite. Et quand on court trop vite, eh ben, on arrive à ce phénomène d'urbanisation où aujourd'hui, on doit être dans une politique de rattrapage. Mila Kolotokomouli. Oui, écoutez, si on est élu, je pense qu'il va falloir faire l'état des lieux de la mairie. Parce que ça fait 25 ans que cette mairie est gérée par un seul homme. Et faire l'état des lieux, c'est faire l'état de la collectivité en termes de moyens humains, en termes d'infrastructures, et puis surtout de situation budgétaire. Parce que faire le tour des communes, de la commune, on l'a déjà fait, on le fait depuis 2 mois. On sait ce qui nous attend. Aujourd'hui, faire l'état des lieux financiers, surtout, ce qui me semble important, pour regarder qu'est-ce qu'on pourra mettre en œuvre déjà cette année 2020. Il n'y a pas une mesure qui va avant l'autre. Toutes les mesures sont à faire. Le retard est colossal sur Païta. Voilà. Jean-Pierre Séléphène, si vous êtes élu. Voilà, c'est un audit. Si nous sommes élus demain, c'est un audit qu'on doit faire. Voilà. Un audit de la gestion communale? La gestion communale, au niveau des finances, au niveau du personnel. Donc tout cela, c'est à revoir. Daniela Loret. On fait tous le même constat. Hein. Je risque de répéter un petit peu ce que les collègues là viennent de dire. Donc effectivement, le budget en personnel, il est impressionnant. En face, il y a un déséquilibre parce qu'il nous manque des sujets. Mais après, il y a le quotidien quand même des habitants de Païta. Et il y a un sujet, moi, qui me tient à cœur, c'est quand même la circulation. Cette circulation à l'entrée du village. Moi, je ne comprends pas que dans l'accord qu'il y a eu avec la gendarmerie pour la construction de cette nouvelle caserne, on n'ait pas déjà réglé le problème. Et puis, ce rond-point, aujourd'hui, c'est un sujet, mais on a oublié que précédemment, on parlait de raccorder le rond-point du Momou avec ce nouveau rond-point-là. Donc ça, j'ai l'impression que c'est passé aux oubliettes. Alors que les accès, justement, pour cette partie-là de Païta, ça reste quand même un sujet. Et tous les jours, les habitants de Païta, ils s'en rendent compte. Donc oui, il y a beaucoup de priorités, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dès le départ. Manina Tehei, votre première priorité si vous êtes élu? Alors donc oui, nous 25 ans, donc c'est le retard, c'est rattraper ce retard. Et évidemment, alors c'est pas une seule priorité, et on n'attendra pas non plus pour mettre en place ce qu'on propose. Nous, on propose plusieurs axes, agir sur plusieurs choses en même temps. Alors évidemment un PUD, on l'a dit depuis tout à l'heure, un PUD parce que ça va conditionner l'ensemble de l'organisation de la commune, avec derrière un schéma d'assainissement directeur qui est aujourd'hui indispensable. Et puis évidemment, alors la mise en sécurité de nos biens et de nos enfants surtout, donc en renforçant la police municipale et puis évidemment avoir une vraie politique de protection de l'environnement. Nicolas Fidialkowski. La première mesure, ce sera tout simple, hein, c'est de redonner de la dignité à la ville de Païta. Moi, je suis inspecteur sanitaire et les 2 principaux critères dans ce métier, c'est l'intégrité et la transparence. C'est-à-dire que je reçois chaque personne de la même façon, hein, qu'elle soit océanienne, asiatique ou européenne, quelle que soit son étiquette politique ou quelle que soit son appartenance sociale, riche ou pauvre. Soit elle est conforme, soit elle est en règle, soit elle ne l'est pas. Et si elle ne l'est pas, bien évidemment, on l'aide à se mettre en conformité. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que l'intégrité et la transparence permettront à l'État et à la province, à travers les contrats de développement, d'investir plus facilement dans notre commune. Mais au-delà de l'élection municipale, il y a un autre enjeu derrière. Si vous traversez aujourd'hui la commune de Païta, vous voyez fleurir dans les ronds-points, dans les arbres, au bord des routes, le drapeau indépendantiste. Il se prépare déjà pour le référendum du 6 septembre. Et donc moi, maire de Païta, c'est la France, avant tout. Contrairement à certains de mes adversaires,
mes convictions ne sont pas à géométrie variable en fonction de mes intérêts économiques ou de mes rancœurs personnelles. Moi, c'est avant tout la France. Et c'est vraiment essentiel de se le rappeler, je le rappelle, à l'approche du référendum du 6 septembre, dans moins de 6 mois. C'est pour ça que j'appelle... S'il vous plaît. Et c'est pour ça que je me battrai... S'il vous plaît. C'est pour ça que je me battrai pour que la ville de Païta redore son image, retrouve son honneur et reste française. Voilà. Ah, mais vous savez, M. Figeac, aussi, ce que vous venez de dire, mais c'est hors de propos. La France, elle est suffisamment grande pour accueillir en son sein toutes les communautés et toutes les idées. C'est ça la démocratie, c'est respecter les idées des autres. Alors, je ne veux surtout pas vous laisser faire croire ici que vous avez le monopole de la Calédonie française. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Vous savez, à Païta, ce qui est important, c'est ça l'essentiel, c'est de veiller aux équilibres. Parce qu'à Païta, il n'y a pas que des Wadiens, des Futuniens. À Païta, il n'y a pas que des Kanaks, il n'y a pas que des Européens. C'est tout ça à Païta. Il faut faire très très attention aux propos, mais je ne voudrais surtout pas vous laisser faire croire que vous avez ce monopole-là. Alors, moi j'inviterai, parce que c'est la première mesure que je prendrai, j'inviterai M. Lauré à venir à mes réunions de proximité. Au lendemain des élections, je lui expliquerai quelles sont les réponses aux problèmes qui le soucient, c'est-à-dire la circulation sur Païta. Parce que les choses, vous savez, il y a un président de la République qui disait que les meilleures idées, c'est celles qu'on réalise. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Voilà. Et vous aviez la parole, donc, en dernier, pour clore ce débat. Voilà, et je tiens à rappeler qu'en raison en dernier, je répondais à monsieur... Eh bien, sur la première priorité, puisque vous avez été donc, désigné c'est les par le réunions sang. de proximité. Et puis, j'ai beaucoup de respect pour la femme. La première femme que j'ai aimée, c'est ma mère. Donc, je m'engage à ce que mon premier adjoint soit une femme. Merci, merci. Donc je rappelle qu'en raison de problèmes techniques, ce soir, le débat a été donc du coup diffusé en direct sur notre site internet, en radio et sur notre site Facebook. On me dit que le débat sera rediffusé demain à 6h40 sur Nouvelle-Calédonie. La première, voilà encore toutes nos excuses. Et voilà donc qui clôt ce débat consacré à la ville de Païta. Rendez-vous ce jeudi 12 mars pour notre dernier débat consacré à la ville de Nouméa. Bonne soirée sur la première et à jeudi.